Bonjour, pour ce nouveau numéro d'En Tête à Tête, je rencontre une personne qui est derrière de très nombreux événements que vous connaissez bien dans nos stations, Gaylord Pedretti. Il m'attend, j'y vais. Ouais, entrez. Bonjour, Bienvenue. merci de m'accueillir. Ouais, bah, on a rendez-vous en tête à tête, si j'ai C'est bien ça. compris. Bienvenue dans les bureaux. Et là, effectivement, on est en tête à tête, c'est un peu vide. Ouais, en ce moment c'est Aujourd'hui. calme. Bon, déjà, C'est on a fait de la calme. place par rapport à l'interview, par rapport à la situation, comme ça on est bien. Et bah, là, c'est les bureaux chez Like That. C'est finalement la face cachée du Hi-Fi Festival, entre autres. On est 12 à l'année, donc il y a tout le monde qui est là d'habituellement. Année particulière, on est en train de s'adapter, de repenser. Et justement, bah, voilà, moi c'est mon quotidien, en général, je le vis ici. Alors, t'es pas arrivé là, voilà, avec un parcours très classique, tu vas nous en parler, on s'installe. Allez, c'est parti. Tu nous as mis plein de belles choses de côté. Parce que en préparant cette émission, je me suis quand même aperçue qu'on parle souvent de toi, on voit des images de toi dans le festival, etc. Mais on en sait très peu finalement sur Gaylord Pedretti. Gaylord Pedretti, âge, alors je vais pas te demander l'adresse, mais l'âge, le lieu de naissance, ça commence comment? Je suis né le 19 mai 1981 à Serre-Chevalier, donc maintenant j'ai 39 ans. Et ouais, mon parcours, si on en sait peu, c'est qu'au final, j'ai pas eu un parcours tracé, genre avec un plan de vol bien défini. Je me suis laissé beaucoup papillonner, j'aime bien ça. Et ça veut dire qu'en fait, je vais là où je me sens bien, mais il n'y a rien qui était prévu et c'est ça qui me plaît. Mon travail aujourd'hui, c'est de gérer l'imprévu. L'événementiel, c'est l'imprévu, la vie, c'est l'imprévu. On a eu une année particulière, donc ouais, je vous ai préparé des choses pour me rappeler, toutes mes petites malades de Proust qui vont me rappeler un peu comment je suis arrivé là dans ce bureau aujourd'hui, quoi. Alors, ça commence à Serre-Chevalier. Tu commences par le ski pour en fait tout simplement te faire des copains. Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'avait pas forcément un culture club dans la famille. Et j'ai dit à mes parents, il faut m'inscrire au club parce qu'en fait, pas grand monde me parle à l'école. J'étais un peu décalé le lundi, tout le monde parlait de son ski le samedi, sa compétition du dimanche. Et un jour, j'ai dit, il faut m'inscrire. Je me suis inscrit en milieu d'année. Et d'entrée de jeu, bah, j'étais décalé puisque j'avais une tenue qui n'était pas du tout la bonne. Donc ça se voyait, j'étais presque le vilain petit canard du club. Je me suis battu pour essayer de faire un peu des résultats. J'en ai pas fait beaucoup. Souvent, je dis, la seule course que j'ai gagnée, c'est la course des blaireaux. Je l'avais vraiment gagné, c'était une vraie course, je ne sais pas pourquoi elle s'appelait comme ça. Voilà. Et rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Mais prendre plein de départs, en fait, ça m'a conditionné à l'échec. Et en plus, je m'identifiais énormément à Luc Alphand, qui lui a réussi à partir de 30 ans. Donc en fait, je me dis, bah, c'est pas grave si je réussis pas maintenant. J'ai le temps. Ouais, à un moment, ça va arriver, il n'y a pas un timing. Donc j'y ai cru. Et je me suis dit, bon, c'est pas fait pour la compète. D'un coup, il y a eu les mouvements du freestyle, du freeride qui arrivaient, c'était les prémices dans les années 98. Comme mon père avait un magasin, il avait souvent les jouets, donc les skis avant que tout le monde les voit, je les voyais avant et je me suis dit, ah ça c'est nouveau, ça m'intéresse. Parce que tu as parlé d'un big air justement à tes copains du club. Ils sont partis direct dans l'histoire, donc en fait, tu as été obligé de le faire. Bah, c'est un peu ça. Donc là, tu as 17 ans à peu près. Ouais, j'ai 17 ans. En fait, en gros, à 15 ans, j'ai su que je voulais faire ça. Parce que mon père a été sur un événement de big air et je trouvais que c'était pas très bien organisé et surtout les skieurs n'avaient pas le droit d'y aller. Donc j'avais pas compris, c'était vraiment interdit, quoi. Mon père était juge sur ce truc-là, donc il notait les Donc c'était que les snowboarders. snowboards, ouais. Exactement. Et il y avait un mec en ski d'ailleurs qui avait voulu le faire, il lui avait interdit. Et il était monté de plus haut, il avait tiré tout droit, il avait fait un saut énorme et tout le monde avait applaudi. Et je m'étais dit, c'est dommage qu'il l'interdise. Bref, 2 ans après, j'ai lancé mon big air en espionnant un peu ce qui s'était fait. Et effectivement, quand j'en ai parlé au lycée, on m'a pas du tout cru, on m'a pris pour un énorme mytho. Et tous les soirs, je rentrais chez moi, je faisais pas mes devoirs et je préparais cet événement. Si bien que j'ai beaucoup redoublé dans ma vie scolaire, j'étais pas très bon. Et je me rappelle à 15 ans, quand j'ai rendez-vous avec le conseiller d'orientation, je dis mais moi ce qui me plaît c'est l'événementiel. Alors j'appelais pas ça comme ça, je disais faire des événements. Et il m'a dit mais je sais même pas de quoi tu parles, donc oublie. C'est pas un métier. Ouais, vraiment, il m'a dit non mais tu racontes n'importe quoi. Et du coup bah, ça m'a fait rire, je me suis dit si c'en est pas un, peut-être que je peux le créer, alors que c'en était un. Il existait le Raid Gauloise, il est resté le Paris-Dakar, il y a plein d'événements qui existaient, Roland-Garros. C'est juste que souvent dans les parcours classiques, en fait, on est habitué à être prof de sport, médecin, enfin pompier, policier, ça m'intéressait pas. Et à l'époque, voilà, je me mets dans l'événementiel, tous les soirs je bosse énormément, je me fais peur, parce que je découvre plein d'étapes, quoi. Je me rappelle à l'époque, il y avait France 3, il m'avait dit, je les avais appelés, bah, faut une attachée de presse, une attachée de presse, j'ai un attaché case, pas un attaché, enfin vraiment, Ouais. je découvrais les mots, quoi, je notais en disant c'est quoi. C'est qu'il n'y avait pas internet, hein. J'ai envoyé les choses par fax, j'ai envoyé pas de mail ni rien. Et ils me disent, vous avez un communiqué de presse, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais compris qu'il fallait que j'écrive en fait ce que c'était pour leur mâcher le travail et qu'ils comprennent, quoi.
Donc voilà, enfin bref, j'ai tout découvert en fait. C'est un peu. Ouais, c'est comme ça, quand j'achetais un jeu vidéo, je lisais pas la notice, j'essayais, je comprenais. Bah là, j'ai fait pareil dans mon travail. Et donc, il reste quelques traces de Ouais, bien ce sûr. premier Donc, festival, du coup. ouais, c'était un événement Big Air First Track, c'était pour la boutique de mon papa. Je m'étais déjà dit, ça peut lui servir en pub, il avait une boutique. Et en fait, les traces qui est un peu énorme, bon voilà, c'est les nouvelles glisses, le succès du Big Air, c'est que j'étais aux prémices d'un nouveau Donc, mouvement. déjà, quelques retombées presse. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y a quelques années, quelqu'un faisait un événement de free rando ou de randonnée et tout le monde ne comprenait pas ce que c'est. Là, aujourd'hui, comme on est contraint finalement d'avoir que ça pour aller dans la montagne, tout le monde se dit ah mais la rando c'est le futur. Ben moi en fait j'ai découvert le futur quand c'était le présent. Mais c'est juste que j'ai pris le temps et j'ai eu de la chance. Et bah la chance énorme c'est que Candide Tovek est venu, il avait 16 ans. Donc il n'avait pas C'était encore aussi ses gagné les débuts. X Games. Hein. Bah Ouais. ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore le Candide Tovek qu'on connaît. Là il est Là, là il est sur là, le podium. Et on regarde, c'est drôle, il regarde la console de jeu qui devait coûter, je sais pas, 300 francs à l'époque. Parce que c'était l'époque des francs. Il fallait payer 10 francs pour participer à l'événement. Donc je lui ai demandé 10 francs quoi. Et voilà, en fait, ça a été un déclic. Parce que grâce à ça, on a parlé un peu de ce que faisait ce jeune Gaylor Pedretti dans la vallée de Serre-Chevalier. Des articles vraiment pleins dans la presse à l'époque, ski français junior, etc. Et ça m'a donné envie, parce que je me suis dit, ça c'est marrant, tout ce que je faisais avant, je loupais. Et maintenant, ça, j'ai l'impression que j'avais réussi. Donc je me suis dit, ok, je vais peut-être trouver ma voie, quoi. Et vraiment, à l'époque, c'était ça. J'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Et après, en fait, ça s'est plus jamais arrêté, Bah non, l'organisation ouais. d'événements. Parce que du coup, il y a eu ça. Après, on va reparler des événements. Tu as aussi lancé un site internet. Ouais, C'était bien le tout début. Ouais, c'était les années 2000. Quand il fallait que je dise à ma mère, attends, appelle pas mamie, je suis sur internet. On connectait, c'était 56K. Et bref, en fait, je trouvais qu'internet c'était génial. Mais tu t'es dit, bah tiens, j'adorais parler de mes passions. Et donc j'avais fait, c'était pas les skyblogs, c'était pas les YouTube ou tous ces trucs-là. C'était un site web organisé comme un média avec des chroniques, des rubriques, des interviews, Catex Crew. des sujets, ouais, Catex Crew. Parce que je réunissais des gens qui étaient vidéastes, photographes, qui écrivaient. Parce qu'en fait, on parlait aussi bien de ski, de snowboard, de skateboard. Donc moi, quand je connaissais pas un sujet, j'essayais de trouver un jeune qui était un peu dans la même trempe que moi et qui venait parler de skateboard sur cette plateforme. Et grâce à ça, un jour, j'ai une journaliste qui m'a dit on doit faire un article sur un snowboarder. Pourquoi tu le ferais pas toi? Tu arriverais à écrire vu que tu écris pour ton site web. Mon défaut, c'était de pas être bon en orthographe. Donc j'ai dit, bah, si vous avez un correcteur, une secrétaire de rédaction, moi je le fais. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Tu as commencé à ouais. beaucoup écrire. Là, on voit quelques En fait, magazines. la chance que j'ai, c'est quand on Ça m'a fait commence confiance. assez tôt d'ailleurs. Hein. Bah, en fait, sans me rendre compte, je me suis rendu compte là en préparant le sujet, j'ai écrit pour le journal du lycée, Alti News. Donc lycée Briançon. Au lycée de Briançon, ouais. Et j'écrivais, j'avais une page dans chaque édition. Comme j'étais vraiment pas doué à l'école, pas doué dans le sport, je trouvais que les mots, j'arrivais un peu à m'exprimer. Et en fait, je disais, bah tiens, je vais écrire. Et finalement, j'ai commencé à écrire. Un jour, j'ai écrit pour le Dauphiné Libéré. J'avais des chroniques comme ça en page sport, quoi. Donc, c'était des trucs quand même considérables, on va dire. Tous les dimanches, j'avais ma chronique. Et après, j'ai Skieur Magazine qui m'a fait confiance, donc les éditions Nivéal. J'ai écrit pour des magazines de la Fédération française de snowboard. J'ai eu des chroniques psychologie dans ce magazine qui était Snowtime, c'était un gratuit. Et je posais les questions qu'on n'osait jamais poser à des snowboarders. Donc c'était sur le principe de Freud et l'inconscient et le conscient. En fait, j'essayais toujours de me dire, tiens, il faut que je fasse quelque chose qui ne se fait pas. Ça sert à rien d'aller En fait, tu as prendre la place beaucoup de regardé quelqu'un. ce qui s'est fait, tu as Ouais. participé à beaucoup de choses, etc. au fur et à mesure de ta carrière, de ton parcours, mais tout le temps pour faire ou différemment ou mieux. Bah, je dirais pas mieux, parce que j'avais pas cette prétention-là, mais différent. En fait, j'ai jamais voulu prendre la place de quelqu'un, je voulais prendre la place de personne. Et dans l'événementiel, c'était la même chose, c'est de me dire comment je peux faire un événement qui n'existe pas en fait. Et il n'existe pas, parce que personne ne veut aller sur un événement comme ça, ou personne n'y a pensé en fait. Et le high five, par exemple, c'est ça. À l'époque, je me suis dit, c'est marrant, tout le monde regarde des films chez soi, sur son ordi, et si je réunis tous ces gens-là dans une salle de cinéma, ils auront un ciné pour eux. Donc c'est top, et en plus, je leur propose de voir les champions sur scène et d'avoir les films avant tout le monde. Bah, quelque part, ça n'existait pas. J'avais déjà testé un peu des choses comme ça avant, j'avais fait l'IF3, mais je m'étais dit, il manque ça comme ingrédient, quoi. En fait, c'est comme je dis, quand tu fais de la cuisine, tu goûtes. Si tu goûtes pas ce que tu fais, tu sers un plat qui est indigeste. Mais si tu goûtes, tu te dis, ah, ça manque de sel. Mais ça veut dire qu'il faut tout le temps goûter. Bah ouais. C'est la base. Depuis le début, tu t'es jamais dit ça c'est pas possible, ça c'est pas dans mes capacités, ou ça c'est trop loin, trop cher, trop compliqué, Si, il faut trop de monde. En fait, souvent, les gens me disent, ouais, tu calcules trop. Calculer, c'est vouloir trouver le bon résultat. Pas de mal à vouloir tomber au bon résultat.
Donc tu expérimentes dans ton petit chez toi, on va dire, dans ta tête. Après, il y a des trucs où je me suis dit, ça, c'est pas maintenant, par exemple, ou ça, c'est plus maintenant. Le Big Air, par exemple, en 2010, j'avais déjà déposé un dossier en mairie pour pouvoir faire le Big Air. J'ai senti que c'était pas le moment. Quand je l'ai fait en 2016, en 2017, j'ai senti que c'était plus le moment. Qu'effectivement, je m'étais pas rendu compte en étant trop passionné que faire tomber de la neige qui n'était pas naturelle, ça pouvait choquer, c'était pas bon pour la planète. Donc du coup, il faut accepter en fait. L'acceptation, elle est hyper importante. Dans les événements, alors il y en a eu beaucoup que tu as porté. Le mondial du ski, après tu as cité l'IF3, le High Five. Il y a pas mal de choses aussi dans les stations. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui te fait envie pour les années à venir, mis de côté ce contexte très particulier? Moi, j'allais dire, d'un point de vue professionnel, c'était compliqué. D'un point de vue personnel, en fait, prendre le temps, c'est quand même une chance inouïe. Le temps, c'est de l'argent. Alors là, on a vu que quand tu avais le temps, tu n'avais pas forcément l'argent. Mais c'était bien, donc je me suis posé. Et justement, j'ai regardé. Je me suis dit, ça ne sert à rien de vouloir courir tout de suite à se dire l'avenir, il est là, parce que l'avenir, il est incertain. Je crois en d'autres choses. Je prépare des projets. Justement, j'ai beaucoup expérimenté des choses. J'ai beaucoup regardé. Même psychologiquement, c'est intéressant. On a quand même vu qu'au premier confinement, on applaudissait tout le monde à 20h. Et qu'au deuxième confinement, on n'applaudit plus, on est centré trop sur soi-même. On oublie, on a peur de ses libertés, alors qu'on en a encore. On est dans des pays où la liberté, elle est encore là. Donc j'essaye d'analyser l'aspect psychologique de la chose. Je pense qu'il faudra être d'autant plus créatif. Il faudra justement trouver des adaptations à avoir, quoi. J'ai toujours envie de faire de l'événementiel, j'ai envie de faire aussi d'autres choses. C'est-à-dire que l'aspect médiatique me intéresse. Pour être honnête, je suis en train de préparer un projet de podcast parce que justement, je trouve que la voix est importante, la voix qu'on prend et la voix qu'on a. Et d'aller vers des gens qui m'ont inspiré aussi dans ma vie, de rendre à ceux qui m'ont donné et de donner à ceux qui méritent d'avoir maintenant en fait. Donc j'ai envie d'évoluer, mais l'événementiel me plaît toujours. J'ai hâte de reprendre, mais comme en ce moment je ne peux pas prendre, je ne veux pas faire le capricieux pour dire laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et puis tu restes pas à l'arrêt du coup? Non, j'ai préparé plein de trucs, franchement. On va regarder juste une image où justement on te voit. Toi, je crois, c'est toi qui nous l'as envoyé. Hein. C'est ça, en Norvège. Donc tu es en Norvège, dans ce petit chalet, tu fais du drone, tu es tout seul au milieu de la montagne, tout seul, mais après on va voir des images où tu es en famille, etc. Cette vidéo-là, elle résume bien le Gaylord de 2020? Ouais, j'essaie d'être fidèle à moi-même depuis que je suis né. C'est-à-dire, je suis né en montagne, je veux aimer la montagne toute ma vie. J'aime être seul et je trouve que justement j'ai de la chance parce que l'année m'a permis de l'être un peu. Là, je suis en Norvège, ma belle famille est norvégienne. Je suis dans une cabane de chasseurs, hein, là, clairement au milieu d'un lac où il n'y a personne. En fait, moi, j'ai peu de gens autour de moi. J'ai peu d'amis, mais j'ai une famille qui compte énormément. J'ai bien pris conscience que dans mon métier, on prend conscience d'une chose, c'est que tout est éphémère. L'homme, il est éphémère. On disparaît, en fait. Et justement, mon métier, c'est de rendre un truc éphémère dans le temps, de le faire durer. C'est-à-dire que tu te rappelles 15 ans plus tard et d'avoir créé des vocations dans tes événements, des rencontres. Et en fait, pour être créatif, il faut aussi être à des moments seuls. Il faut savoir... En fait, moi, par exemple, je sors quasiment pas, en fait. C'est vraiment trop bizarre, mais... pourtant, j'organise des soirées, des concerts. Une autre image, hein, c'est là vous êtes tous les trois au sommet du Big Air, c'est sur le papier, celle-ci je crois, oui, bien sûr. Où tout le monde crie Annecy est magique, etc. Là, on a l'impression que tu es dans ton élément en fait quand on voit ça. Si tu regardes bien, là par exemple, je touche mes pieds par terre, je bouge mes pieds. J'essaye de ne pas du tout penser qu'il y a du monde. J'essaye de penser au message que je dois donner. Et je me rappelle très bien à l'époque. Je vais presque pleurer en le disant. J'ai voulu juste dire aux gens merci d'être venus, laissez le paquet propre, parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque on m'a dit ouais tu pollues et tout. Moi la montagne je l'aime plus que tout, je veux jamais la tuer. Mon métier c'est de rassembler, pas diviser. Et là dans la journée j'ai un mec qui m'avait écrit en disant ma grand-mère elle a pas voulu aller manger sa soupe pour rien louper du Big Air. Et c'est un mec qui avait genre peut-être mon âge ou plus jeune. Et je me suis dit, j'ai réuni les générations et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Le coup d'éclat de ma vie, ça a été de faire un Big Air. Et là, je me dis, tu l'as fait où il y avait 100 personnes et là, tu le fais avec 40 000 personnes. Et en fait, tu l'as juste fait pour dire que c'est possible. Et le Annecy est magique, c'est plus dire que c'était un clin d'œil à Paris est magique. Parce que c'est un sport, moi je sais qu'il y a plein de passionnés. Souvent, on dit qu'on est des sports de niche. Mais le nombre de skieurs en France, il y a plus de 8% qui font du ski. Sur 67 millions de personnes, c'est quand même une pratique. Et je ne veux pas que la montagne meure. Les gens qui sont en montagne, il faut savoir qu'ils ne veulent pas en partir.
Ma grand-mère, elle est née à un endroit, elle mourira à son endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exode d'aller en ville et dire non mais la montagne, il faut qu'elle s'adapte. Non, elle a plein de choses à donner. Il faut changer la méthode, sans doute. En fait, il ne faut jamais dire à un enfant tu ne peux pas y arriver en fait. Par contre, il faut lui dire si tu veux être cosmonaute, mon petit, ça va être costaud et c'est possible parce que d'autres l'ont fait. Par contre, il ne faut pas lui dire que ça va être facile. Ça, rien n'est facile. Monter en haut d'une montagne, c'est jamais facile. Surtout quand tu arrives en haut d'une, il faut remonter en haut d'une autre. Parce que ça ne fait pas de toi un montagnard de monter une montagne. C'est de les monter toute ta vie qui fera de toi un montagnard. Et le déclic à Serre Chevalier, quand je fais mon premier événement, tous les jeunes de l'époque disaient il se passe rien à Serre Chevalier. Et je dis s'il se passe rien, on n'a qu'à faire qu'il se passe quelque chose, quoi. En fait, je trouve ça ridicule de dire ça. Alors là, je ne sais pas à peu près à quel âge là, mais c'est parce que j'ai cette photo-là sous les yeux. Ouais, Hormis le fait que le look 21 ans. a un petit peu changé. Ouais. Ce Gaylord-là, qu'est-ce qu'il penserait du Gaylord qui est en face de moi? Bref. Je me suis pas menti. Je croyais en ce que je voyais, en fait. Là, à l'époque, je croyais au collectif. Catextro, c'était un collectif. Les mecs avec qui j'ai fait ça à l'époque, je suis toujours avec eux aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était une passion. Aujourd'hui, c'est notre métier. Et qu'on on se dit même pas, on a réussi, quoi. On se dit juste, on est ensemble. Et je dirais, t'as bien fait de t'écouter. Mais tu te rends compte que la vie, c'est un puzzle. Et que c'est pas grave de pas le réussir dans un temps imparti. C'est juste de le composer intelligemment et surtout de pas lâcher l'affaire, en fait. Et donc, voilà, moi, c'est les... Aujourd'hui, quand je parle, quand j'accepte des interviews comme ça, c'est plus dire, si t'es pas capable, c'est que t'en es capable. Mais toi, c'est dur, tout est dur. Donc, quitte à laisser un truc, laisse une trace qui est invisible, mais qui servira. C'est en montagne, les bornes hygiènes, les mecs qui ont créé les voies qui te permettent de faire des chemins. C'est écrit sur l'arbre. T'es au bon endroit. Il n'y a pas écrit plus. Pour moi, c'est la vie, c'est ça. C'est très, on va dire, spirituel comme truc. Mais en étant dans la montagne, la spiritualité, tu l'apprends. Et surtout, tu es redevable. Tu dis merci. Si je marche sur le chemin, c'est qu'il y a un mec qui a galéré à mettre son petit panneau pour dire tu as le droit de marcher sur ce sentier, en fait. Pour ça que moi, je suis... En fait, on me donne le statut du mec tout sauf humble parce que je passe dans les médias ou autre. Mais en fait, c'est juste que je me dis, si quitte à me donner la parole, essayer de la donner pour un truc, quoi. Et croire en soi, c'est pas un mauvais mot. Ça, faut bien le dire aux gens. Après, faut quand même accepter l'échec. Il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui vont dire non, pas maintenant. Et moi, plein de fois. Mais il faut faire le tri, en fait. Il faut être un peu curieux, mais il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Voilà, c'est mes petits tips pour, je sais pas pour réussir, mais être heureux, je le suis. Et réussir, je verrai à la fin si j'ai réussi. Mais être heureux, ça, c'est sûr, je le suis. Eh ben, merci beaucoup, Gaylord. Merci pour ta sincérité, pour ce parcours-là. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro dans Tête à Tête. Prenez soin de vous. À bientôt.